Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot. Alors aujourd'hui, on va débriefer cette 31e journée de Ligue 1 et il y a beaucoup de choses à dire. Comme d'habitude, je retrouve le titulaire habituel, mon acolyte Leandro. Comment ça va, Leandro ? Salut Julien, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que ce lundi de Pâques vous réussit, pas comme la défense du Olympique hier. Ouais, là, les gens peuvent le voir, tu as un peu la gueule de bois. Un peu, je suis un peu fatigué, j'ai dû me contenter par rapport à la défaite d'hier soir. Bah écoute, il n'y a pas eu de match au Costières, mais il y a eu du Costières dans le verre et on en a profité. C'est la blague de beauf. Ouais, va falloir dire à Nîmes qu'il me rembourse ou qu'il me fasse une prime de match difficile, de lendemain de match difficile pour toi, parce que là je te sens pas bien. Il y en a un autre qui est pas très bien aujourd'hui, c'est Doumam. Match nul de Montpellier, défaite de Paris. Les autres 3 jours, il y a Paris-Bayern. Je lui ai un peu parlé avant. Hier, on s'est parlé. Je sens en ce moment, il est comme ça, Doumam. Tu vois, il est pas bien. Ouais. Ouais, ça va pas du tout là. Salut la team, salut l'équipe. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va pas du tout. C'est vrai que je suis. Non, mais vraiment. Oh là là. Montpellier hier, ils m'ont achevé mon week-end. Paris qui perd de façon, c'est vrai, un peu houleuse et pas très belle. Et Montpellier qui stagne d'année en année en fait. C'est voilà, on aura l'occasion d'en parler, mais déçu. Week-end déception. Vous l'entendez déjà qu'il est dépité. Alors après, à côté, ce qui est bien dans le podcast, c'est qu'il y a tant d'humeur que de personnes. Il y a il y a Lucas, pardon. Maxime, on va le laisser pour la fin. Il y a Lucas, petite victoire hier face au dernier de Ligue 1. Une petite avancée dans le jeu, mais c'était pas encore flamboyant non plus. Ouais, c'est ça. On voit des joueurs qui petit à petit sont en train de faire rentrer le système Sampaoli dans leur tête, donc ça reste un peu laborieux, surtout pour certains qui sont peut-être un peu limités, mais voilà, il y a des victoires et on voit une avancée, donc c'est bien. Et enfin, on retrouve Maxime, ça doit être le plus heureux en ce moment. Comment tu vas, Maxime ? Une grande victoire week-end, une domination, là une place sur le podium. Que demander de plus ? Exactement, ouais, c'était parfait. Bon, encore une fois, une démonstration monégasque. Donc, petit à petit, à cette journée de la fin, on se met inconsciemment quand même à croire à plus que la Ligue des Champions. Il y a quand même un truc qui aurait pu être mieux, c'est que Clermont gagne en Ligue 2. Obligé de te trouver des points négatifs à ton week-end parce que sinon tu vas être trop heureux, ça va être horrible pour par exemple un mec comme Leandro là, qui est au fond du gouffre là, il y a trop d'écart entre vous deux là. Non mais oui, décevant match de Clermont, mais il reste encore du temps pour aller chercher cette montée en Ligue 1. Je suis parfait, on va commencer généreux, je laisse Maxime être heureux, je reste dans mon malheur. Merci. Allez, avant d'analyser, on va pas se mentir, Monaco-Metz d'abord, on va faire un point sur tous les résultats de la journée. Donc Monaco a ouvert cette 31e journée de fort belle manière avec une victoire 4-0 face à Metz à domicile, c'était samedi à 13h. 17h, le PSG s'est incliné 1-0 face à Lille, c'était le choc de la journée, c'était un peu le match que tout le monde attendait, comment Paris allait gérer cet après-trêve, cet avant PSG Bayern. Au final, Paris est passé complètement à côté de son match. On reparlera de ça avec Doumam et toute la team, et on reviendra aussi sur Neymar. Il y a beaucoup de choses à dire sur le roi Ney, faudra en reparler. À 21h, Lyon aussi, il fait la mauvaise opération du week-end en faisant match nul face à Lens. Les Lyonnais avancent au ralenti, je crois qu'ils ont fait que 2 ou 3 points sur les 3 derniers matchs. Ça cale vraiment dans ce sprint final pour le titre, et donc au final Lyon va peut-être se battre que pour la 3e place, et c'était peut-être pas ce qu'on imaginait encore de ça quelques semaines. Et hier, du coup, à 13h, Montpellier est parti chercher un match nul sur la pelouse d'Angers, un partout. Avec Doumam, on en reparlera, mais au vu de la première mi-temps, Montpellier peut être heureux. Au vu de la deuxième, Montpellier peut être dégoûté de ce point du match nul. Il y avait tellement d'occasions qu'ils auraient dû remporter ce match-là. À 15h, Lucas a eu la chance de regarder ce Bordeaux-Strasbourg. Au moins, tu as eu des buts, Lucas. Tu as eu des buts. Il y a eu quelques phases intéressantes. Tu nous en reparleras peut-être un tout petit peu, mais Bordeaux perd et inquiète encore et encore. Lorient, de son côté, a gagné le derby de la Bretagne face à Brest 1-0. Alors, nos chouchous sont dans le mal en ce moment. Je sais pas ce que t'en penses, Leandro.
On a dit beaucoup de bien de Brest, mais là en ce moment c'est dur. Ce que je disais, c'est que malheureusement on voit il y a 2 coachs en Ligue 1 qui sont venus avec des idées très très définies. Ça, je t'en avais parlé ce week-end, tu vois. On avait vu Kovac qui du coup est arrivé avec ses idées de jeu et avec qui au début c'était un peu à la peine, etc. Et au final ça finit par payer. Et Dalloglio qui est arrivé avec des idées de jeu et avec qui en première partie de saison ça se passait très très bien. Et au final, on s'en rend compte que c'est de plus en plus compliqué. Moi, je me suis tapé ce merveilleux Lorient Stade Brestois. Ah oui, tu peux me dire pourquoi tu voulais te regarder ce Lorient-Brest? C'était un peu, tu vois... moi, je regarde la concurrence, et la concurrence directe, c'est Lorient. C'était pour analyser tes adversaires. On analyse les adversaires, évidemment. Non, et au final, dans un match où Christophe Pellissier, franchement, il gagne. Et en plus, ils auraient pu gagner, je pense, avec un plus gros avantage, franchement. Il y a le poteau de l'Orienté, là. Ouais, le poteau sur le lob. Le croc en jambe de Belkebla aussi à la toute fin de match. Un truc qui sert à rien au final. Ouais, mais au final, ça sert à rien. Mais tu vois, il y a quand même 2 actions derrière où ça aurait pu donner but. Donc bon. Mais ouais, c'est dommage, c'est triste à voir. C'est vraiment triste de voir à quel point le Stade Brestois est dans le mal. Et ça devient vraiment vraiment compliqué puisqu'au final on est sur cette barre des 35 points. Et si on marque pas entre parenthèses les 5 points salvateurs comme on dit pour la fameuse barre des 40, ça commence à devenir compliqué, ouais. Parce que là ils sont 15e de Ligue 1 quand même, hein. Ça devient c'est une chute. Ça devient délicat, c'est même dommage parce qu'en soi c'est pas le jeu qui des fois le jeu est plutôt bon, c'est le manque de réalisme dans les 2 surfaces, quoi. C'est ça qui après hier c'était nul, c'était vraiment nul, hein. Je crois qu'il y a 2 frappes cadrées ou 3 frappes cadrées dans le match. Hier pour le coup, tu vois, il y avait vraiment en fait il y avait un problème qui était la transition entre le milieu de terrain et l'attaque, où vraiment l'attaque était stérile. Enfin, Steve Mounier, j'ai pas en tête un seul moment où il est dangereux. Philippe Otto, il était vraiment pas au rendez-vous non plus. Donc non, c'est un peu dommage. Enfin, c'est dommage, ça, parce que du coup, on les a saucés pendant 6 mois et c'était une équipe qui faisait plaisir à voir. Et aujourd'hui, au final, genre, tu prends ni plaisir à voir et en plus ils perdent. Donc, je pense que pour les supporters brestois, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, va falloir se ressaisir. De son côté, une équipe qui s'est bien ressaisie ces derniers temps, c'est l'OGC Nice quand même. Hein. Depuis l'année 2021, ils sont beaucoup mieux. Hier, c'est une victoire 2-1 contre Nantes. Alors, tu mènes 2-0 au bout de 30 minutes. T'as l'impression que tu vas à la limite cartonner Nantes. Et puis au final, patatras. En deuxième mi-temps, c'était horrible. C'était une souffrance pour Nice. Il y a juste un poteau de Lesmelo en début de match. Mais après, Nantes était pas loin d'égaliser. Et au final, Nantes perd encore des points face à Lorient, du coup, qui est le premier non relégable et pas barragiste non plus. Et ça va devenir très très compliqué pour les Canaries. Merci, ça, c'est une bonne chose pour. C'est une bonne chose pour Nîmes quand même, ça aussi mais c'est pas étonnant. Moi déjà, en plus, je vous l'avais dit dès que Comboiré avait pris Leandro Prono le retour. Non, t'avais dit que Saint-Etienne serait relégable. On va en parler, mais j'ai pas oublié ça. Et au moment où il y a eu Domenech Comboiré, je vous avais dit, moi je pense que le FC Nantes ça va jouer soit pour le play-off, soit la descente. Et au final, ça joue la descente et enfin c'est triste parce qu'au final Comboiré ça aurait été 2 matchs moyens plus puisqu'il s'en sort avec les points. Mais au final c'est horrible ce qui est proposé et puis c'est triste, mais en Allemagne, on va avoir un historique qui va chuter. Mais je comptais juste te rappeler que Leandro Prono fait aussi des erreurs. Hein. Saint-Etienne, t'avais annoncé ça en barrage. Après, le problème, c'est que tu sais, genre, il y a toujours une marge d'erreur. Et dans le métier, écoute. Ça marche. Et enfin, le dernier match de 15h, c'était Reims-Rennes. Alors, c'est un match qui a pris longtemps à se débrider, puis au final, ça finit par 2-2. Voilà, un doublé de Guirassy. Bruno Genesio continue, j'allais dire, d'espérer une place en Europe avec les Bretons. Ça jouera jusqu'à la fin, je pense, avec l'OM et Lens. 17 par Leandro, le Nîmes Olympique accueillait Saint-Etienne dans un match un peu pas pour le maintien, mais presque. Si Nîmes l'emportait, ça faisait une belle opération et tu prenais un peu d'avance sur Nantes, mais c'est raté. En match 100, on peut le dire clairement, franchement, il y a pas grand chose à retenir des Nîmois. Il y avait juste je sais que Pascal Planck l'a dit aussi. Il y avait à retenir que les commentateurs de Canal, alors à chaque fois que Green il touchait le ballon,
Oh là là, il a le ballon. Ouais, c'est bon, les gars, arrêtez, wesh. C'est la belle histoire, t'es méchant, c'est la belle histoire. Ouais, et en plus, la vanne du ouais, il aurait habité à Lyon, il serait appelé Gone, je sais pas, ouais, ça y est, c'est bon. Franchement. Oui, non, mais c'est quand même la belle histoire du jour, en vrai. Il a été bon. Bon, il était pas ouf. Il était pas ouf. De deux, genre, sur pas mal de sorties, il était plus que moyen. Notamment la ça, c'est le. Oui, mais ça c'est normal, Sopralia. Ça c'est la rage qui parle, Leandro, j'ai l'impression. Ça c'est parce que tu sais pourquoi on en a pas. Ouais, non, mais ça, Douma, mais tu sais pourquoi? C'est juste parce qu'il a arrêté un penalty de Ripard, ça. Ah, mais mec, mais ça. Qui est très mal tiré d'ailleurs. Mais Ripard, dur parce que franchement, je vais prendre la défense du petit Green là. Tu peux pas parler comme ça de lui là. Oh. Moi, ce que j'ai vu, c'est un gardien qui fait sa première, qui a été super serein, qui a des arrêts à faire et qui les a fait. Ah si, il a au pied pas mal, sérénité. Aussi. Jeu au pied vraiment pas mal. Et clean sheet, 2-0, match important pour Saint-Etienne. Et puis il n'y a même pas penalty. Hein. Et tu vas voir qu'en plus d'une, il n'y a même pas penalty. Et de deux, en plus, franchement, là, il est en concurrence avec qui? Avec Jesse Moulin. Et vraiment concurrence, c'est pas voilà, peut-être que c'est le début d'une belle histoire pour lui et ça serait cool parce que franchement, je trouve qu'il a de très bonnes qualités de gardien. Donc je sais que tu es déçu, mais non, mais il est de mauvaise foi. Voilà, merci Doumam. Après le problème dans ce que tu dis, Doumam, c'est que même moi, tu me fous à Saint-Etienne en concurrence avec Jesse Moulin, je suis titulaire en Ligue 1. Alors que regarde-moi. Mais toi t'aurais laissé passer le penalty de Ripard qui est très mal tiré, toi. Oui, mais juste pour le plaisir de voir Ripard marquer et faire le. Là, ça aurait été... D'accord. Non, parce que Maxime nous en a parlé hier. Maxime, il y a penalty pour toi? Jamais de la vie, il y a penalty. Tu vois, je suis gentil avec lui. Il peut pas faire une sortie meilleure que ce qu'il fait là. Il met les deux mains sur le ballon. Ouais. Forcément, après, oui. Je pense que c'était pour le faire briller, je pense. Ouais, merci la VAR. Non, mais très bien, parce que, en plus, comme les commentateurs de Canal l'ont dit, par contre, ils ont bien fait, cette stat, elle était marrante, c'est que le premier gardien qui a arrêté un penalty pour c'était Michael Landreau. Ouais. Mais moi, je rejoins Doumam sur, mais moi, je rejoins Doumam sur son analyse, parce que il a fait un bon match, tout simplement. Et pour moi, oui, il était rassurant dans les airs, il était bon. Non, je pense que Leandro doit... Regarde le match à froid et tu verras qu'il était bon. Je me souviens même d'un moment d'une frappe où il est justement une frappe cachée, où il voit le ballon au dernier moment, il a un bon réflexe, elle est un peu sur lui, mais il a le bon réflexe de bien ressortir le ballon. Donc non, c'est un super match. Il a de vraies qualités, ce gosse. Donc j'espère que c'est le début d'une belle carrière pour lui. Même son interview post-match, elle est sympa et tout. C'est marrant, il s'appelle Étienne parce que Saint-Etienne, c'est marrant. Leandro, arrête. S'il s'appellerait Nîmes, tu serais content. Ouais, mais bon, je t'avoue que pour le coup, je ne compatis pas avec vos pensées aujourd'hui. Mais oui, mais ça c'est parce que t'es encore énervé du match. Ça, on peut le comprendre après. Il finira en DH. Bref, vas-y, tu peux continuer. Bon, allez, après ces paroles sales et honteuses des Leandro, fini par l'OM du coup qui s'est imposé 2-0 face à Dijon. Voilà, Dijon, de toute façon, quoi qu'ils peuvent en dire, le président pense déjà à la Ligue 2, au gros ménage à faire. Et je pense que ce sera mieux comme ça. C'est un peu triste quand même, c'est un club sympa. Nous, on a eu l'occasion de travailler avec eux ces dernières années, et c'est un club sympa, donc c'est un peu chiant, mais un peu triste. Mais sur le terrain, de toute façon, ils font pas grand-chose pour mériter quelque chose. Hein. Lucas, il a dû péter un champagne, une victoire 2-0 contre le dernier de Ligue 1. C'est pareil, tout le moment. Ah, franchement, ouais, moi, tu sais, les défenses bien resserrées à 5 derrière, là, c'est ça que je veux voir. Ça, c'est ma Ligue 1. En plus, une passe. Ouais, mais c'est... Deux passes décisives de Payet, monsieur. Deux passes décisives de Payet. Mais d'ailleurs, il est un peu plus affûté. Hein. Je sais qu'il y avait le compte de l'OM anglais là, l'OM English qui avait posté une photo. Il a perdu du poids, un peu comme Neymar. Ils ont profité de cette trêve là pour perdre un peu. Là. Ouais. Il avait dit André Villas-Boas juste avant de partir que en dehors de ses séances, il travaillait avec un préparateur pour se remettre en forme. Tant mieux parce que même si c'est un garçon qui a beaucoup de technique, à un moment donné, t'as besoin d'un chouïa de physique. Et à un moment donné, c'était la limite de la faute professionnelle. D'ailleurs, c'était une faute professionnelle. À un moment donné, il roulait sur le terrain, carrément. Vas-y. Ah, mais bon. On a vraiment affaire à dire Leandro. D'ailleurs, c'est vraiment une pourriture. Ouais, grave. Non, mais d'ailleurs, je tiens aussi à dire sur Lucas, qui revient comme par hasard quand Michael Cuisance ne marque plus.
Faut juste prévenir que c'était des empêchements qui t'ont fait rater des podcasts, que t'aurais bien aimé dire du bien de Michael Cuisance ces derniers temps. Mais évidemment, franchement, en plus, à chaque fois, je me disais, c'est pas possible, c'est un complot. J'ai remis mon avenir à Made in Foot en question. Je me suis posé beaucoup de questions. Je dis, est-ce que au final, j'empêche le jeune Michael d'exploser à l'OM? Parce que hier, encore une fois, l'entrée, poussif, hein. Mais bon, j'ai pas pu dire du bien de lui les 2 dernières fois. Du coup, je passerai sous silence la très mauvaise rentrée ce dimanche. Ouais, c'est parfait. Bon, on va commencer avec Maxime. On va lâcher tout de suite les chevaux et le bonheur dans ce podcast. Maxime, à toi l'honneur pour nous raconter ce Monaco-Metz. Je commencerai déjà en disant que au fil des semaines, j'ai de plus en plus de sentiments envers Niko Kovac. C'est incroyable ce qu'il fait. Samedi, Monaco se recevait donc le FC Metz, une équipe qui est quand même surprise cette saison. Et le tout sans Aurélien Tchouaméni qui était suspendu mais qui s'est aussi blessé avec les espoirs. Blessé. Et Sofiane Diop qui a été opéré à la main, qui était donc indisponible aussi. Donc avec ces absences de Diop et de Tchouaméni, Monaco a été un peu ronronnant dans le jeu en première période. Il y avait beaucoup d'imprécisions techniques qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que il y a eu un poteau de Voland à la demi-heure de jeu sur un centre de Golovin. Mais Monaco a pas été flamboyant. Ils auraient même pu être menés puisque juste avant la pause, il y a Benjamin Lecomte qui sort une parade devant un attaquant messin. 0-0 à la pause. Et par contre, début de seconde période, totalement à l'avantage des Monégasques qui ouvrent le score sur penalty. Penalty un peu litigieux, on peut le dire, puisque Jovetic s'avance dans la surface, pique son ballon. La frappe n'est pas cadrée, mais il se fait toucher par Marc-Aurèle Caillard. J'ai eu beaucoup de critiques sur l'arbitrage du match. Ouais, après, le premier et le troisième, je crois. Ouais, après, bon, le penalty, Fabregas le met. 2 minutes après, Matarazzo, qui était très bon, aligné au milieu de terrain à la place de Tchouaméni, donc il s'offre une série de dribbles dans la défense messine. Il glisse le ballon à Voland, frappe pied gauche croisé qui termine au fond. Vraiment et bon. Oui, sur le troisième but. Franchement. Ouais, très bon. Et beaucoup d'espoir en lui. Il est encore très jeune, il a 18 ans. Ouais, ça abuse. Et il gratte quand même des minutes. Hein. Il est passé devant Florentino Luis qui avait été recruté au poste de numéro 6. Il l'a totalement éclipsé. Donc Monaco a de la relève. Et oui, ce troisième but, le ballon sort, mais on voit pas trop s'il sort entièrement ou pas. Après, je pense que l'arbitrage se dit la défense messine dégage, c'est une autre action qui commence. Caio Henrique récupère le ballon, il sert Ben Yedder et là contrôle, crochet, frappe sous la barre. 3-0 et Ben Yedder qui s'offre même le doublé alors qu'il venait de rentrer en jeu sur penalty. 4-0. Être un peu sévère pour les Messins, mais ils n'ont jamais su se relever des 2 buts coup sur coup en début de seconde période. Et Monaco qui, au fil des matchs, continue d'impressionner et qui est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 1 sur cette année 2021. C'est peut-être dommage qu'ils arrivent avec tant de retard. Là, ils accusent 4 points de retard donc sur le LOSC qui est leader. Mais on a le droit de se demander si Monaco n'avait pas pris tous ces points de retard et eu une défense aussi friable en première partie de saison. Où est-ce qu'ils seraient ces Monégasques? Et pourquoi pas devant? Même là, avec 4 points, quand on voit le rythme qu'ils ont actuellement, pourquoi pas aller chercher mieux que cette 3e place, même si Niko Kovac a encore dit qu'il fallait assurer d'abord la 4e place. Ça, c'est le discours des démagogiques, ça. Non, oui, voilà, c'est sa langue de bois, mais même on sentait à la fin qu'il avait quand même un peu plus les sourires et on voyait dans son regard qu'il pensait à plus. Et moi, ce qui m'étonne, et je sais pas si tu te rappelles, pendant un moment, là, juste après que Ben Yedder ait le Covid, on se posait justement la question du traitement de Ben Yedder quand il allait revenir alors que l'équipe tournait bien sans lui. Au final, c'est quand même surprenant, c'est qu'il le met sur le banc. Là, en ce moment, c'est Jovetic qui est en forme. Wissam dit rien, il rentre, il marque. Tu sens qu'en fait, là, toute l'équipe est derrière le coach et que t'as pas d'ego mal placé ou tu vois de conditions personnelles avant celle de l'équipe, ça qui est fort. Est-ce que c'est l'un des meilleurs l'un des meilleurs points forts de Kovac cette saison, c'est d'avoir fait ça. Non, clairement, c'est un collectif. Tout simplement, comme je te l'ai dit, là, il n'y avait pas Tchouaméni, il a mis Matarazzo, mais au final, les idées et la façon dont est mis en place le jeu, ça reste pareil. C'est la même chose.
ce 3-4-1-2 en phase offensive, qu'on voit que Caio Henrique est très haut, alors que Sidibé, lui, vient se placer à côté de Maripane. Enfin, là, c'était Dissassi et Badiachil, pardon. Mais c'est rodé. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, ils sont toujours bien placés, il y a du mouvement, c'est agréable à voir jouer. Même quand tu fais rentrer Ben Yedder, quoi. Un banc qui est quand même fourni. Là, tu as eu le retour de Gelson Martins. C'est tout un tas de choses qui font que Monaco aujourd'hui est un prétendant sérieux à la Ligue des Champions et pourquoi pas au titre, parce qu'il faut en parler. Et encore une fois, Monaco n'a pas pris de but. Moi, ce qui m'impressionne, c'est une constante depuis ces derniers matchs. Ce qui est impressionnant avec cette équipe, en fait, elle me rappelle un peu ce Bayern, cette équipe un peu rouleau compresseur qui vient et qui met beaucoup d'intensité au milieu de terrain, qui récupère énormément de ballons, qui presse haut et qui, une fois qu'elle a le ballon, en fait, c'est que des vagues qui viennent tout le temps, des occasions en pagaille, provoquent des pénaltys, c'est des frappes, c'est énormément d'intensité. Et elle me rappelle vraiment ce Bayern qu'avait Kovac aussi, qui a su mettre énormément de volume et qui embêtait les adversaires. Moi, c'est l'équipe qui me fait le plus peur actuellement en Ligue 1, qui fait, je pense, le plus peur à la majeure partie de ses concurrents. Franchement, c'est une équipe qui va faire mal, qui fait très mal. Il reste encore 7 matchs, il y a 21 points à distribuer. Donc, franchement, Monaco, attention à Monaco. On va faire un petit tour de table virtuel, Covid oblige. Là, 7 matchs de la fin. Qui c'est votre favori le titre là, en prenant en compte des dynamiques du. Oh là, il fait son Niko Kovac, là, c'est Maxime Kovac. Là. Non, pourquoi ils ont 4 points d'avance. Ouais, mais ils jouent encore à Lyon. Ouais, mais Monaco joue encore Lyon aussi. Monaco. Voilà, oui, non, mais pour toi, c'est Lille le favori de cette Ligue 1. Ils ont 4 points d'avance. Mais après, on a vu que le match contre Nîmes, Lille s'était cassé la gueule. Donc j'espère quand même au fond de moi qu'ils vont encore aller perdre quelques points. Monaco saura en profiter. Pour ça, il faudra faire un sans faute sur les 7 derniers matchs. Là, t'as un match contre Dijon qui arrive, t'as Bordeaux, t'as Angers, tu dois faire carton plein. Mais pour moi, Lille reste quand même favori. Est-ce que tu penses que Lille va se retaper un colosse comme le Nîmes Olympique ? Je crois pas. Fais gaffe. Non, mais il a pas tort. D'un côté, il a pas tort sur le LOSC. Après, le problème, c'est que moi, je me dis, il y a quand même beaucoup de mecs au LOSC. Genre, il y a beaucoup encore de gars inexpérimentés dans le gain de titre, etc. Et est-ce que la pression, elle prendrait pas le dessus et peut-être dans des matchs où cela semble déjà acquis, ils vont pas perdre des points, je sais pas. Mais moi vraiment, genre. Après, les calendrier facile, Il a pas un calendrier si facile que ça. Donc t'as Metz la semaine prochaine. Après t'as Montpellier, Lyon, Nice, Lens. Que t'enchaînes, c'est pas non plus. Mais t'affrontes beaucoup d'équipes qui n'ont plus d'intérêt à forcément gagner. Metz, il y a encore la possibilité mathématiquement de la 5e place, mais c'est très compliqué. Montpellier, ça joue plus rien. Lyon, mine de rien, peut-être que. Oh là, toi, tu vas te faire engueuler par. Oh là, Doumam. La tête de Doumam. Montpellier, je suis désolé. Enfin, on verra, mais. Vas-y, Lucas. Vas-y, continue. Rien la tête de Lyon qui peut-être n'aura plus rien à jouer non plus d'ici 2 matchs. Nice, c'est fini, ils n'ont plus rien à jouer. Lens, ils seront dans la course pour la 5e place. Saint-Etienne sera peut-être déjà maintenu. Et Angers, jouera rien non plus. Angers. J'ai zappé Saint-Angers, ouais. Pour moi, Lens, Nice, ils sont pas si loin que ça de Rennes, encore. Tu vois, ils sont pas loin de la 5e place. Donc, pour moi, j'ai tendance à croire que leurs 3-4 enchaînements, peut-être Metz, à part, je pense que Metz, là, Monaco va pas les enterrer, mais je pense qu'à acter leur fin de saison. J'ai peur de ça. Je pense que là, de se relever de cette lourde défaite, je pense que ça va être compliqué pour Metz. Mais après, tu vois, genre Montpellier, Lyon, Nice, Lens, pour moi, ça peut être 4 gros matchs, quoi. C'est des matchs où, même s'ils n'ont rien à jouer, il va falloir que Lille les joue pour gagner, quoi. Non, bien sûr, ça va être compliqué, ça va être très disputé parce que quand je dis qu'ils ont rien à jouer, si mathématiquement, surtout qu'en plus entre une place en Ligue 1, il y a toujours des centaines de milliers d'euros d'écart, donc les clubs font en sorte toujours de finir le plus haut possible. Mais tu n'affrontes pas d'équipe qui réellement joue à tout prix le maintien ou le concurrent direct au podium. Je pense que la rencontre face à Lyon va être vraiment décisive et si jamais après Lyon ils
sont toujours sur cette dynamique-là et qu'ils arrivent à franchir cette étape, derrière, ça sera fait pour peu qu'en plus Monaco ou Paris puissent commettre des erreurs. Donc pour toi, c'est Lille aussi les favoris? Je mets Lille aussi, ouais. Il y a de la constance et franchement, Galtier, il a une faculté à s'adapter sur ce championnat. Quand il y a des cas de Covid, quand il y a des blessés, quand il affronte un gros ou un petit club, j'ai l'impression que le groupe est vraiment en mission et je vois pas grand monde les arrêter. Je suis surpris, tu vois. Et toi, Doumam C'est compliqué. C'est vrai que Lille, moi, ça me rappelle beaucoup le Montpellier de 2012, quoi. On dirait un peu, ils sont à peu près au même nombre de points, enfin tu vois, à peu près vers au même nombre de journées. Donc en termes de dynamique, effectivement, Galtier aussi, ils sont devant. Hein. C'est eux qui ont 4 points d'avance, pardon. Donc ils sont quand même bien. Et puis moi, voilà, je pense que c'est un bon mix. Il y a des joueurs d'expérience, il y a Yilmaz qui fait quand même énormément de bien à cette équipe. T'as José Font qui derrière stabilise. T'as aussi André. Tu vois, t'as cette espèce d'ossature qui permet justement d'entourer bien les jeunes. Et c'est ça, c'est le parfait mix. Donc on voit que Ikoné peut se lâcher. Là voilà, on va voir maintenant la blessure de Jonathan David si elle va impacter cette équipe, parce que quand même c'était quand même leur buteur un peu providentiel, mais Lille là, avec le fait de gagner contre Paris au Parc en plus, ils envoient un message fort à toutes les équipes et à toute la Ligue 1, effectivement. Je m'attendais pas à autant de plébiscite pour Lille, parce que toi aussi, Leandro, c'est ça, toi c'est Lille aussi le favori. Ça me paraît le plus logique. Après, si je regardais pas forcément au classement et en état de forme, quand même, Monaco, ils me sont quand même bien emballés. Et surtout, vraiment, vraiment à l'aise là, sur cette deuxième partie de saison. On voit que même l'attrait va pas forcément arrêter les idées ni les envies de but. Donc non, je sais pas. Moi je suis partagé entre Lille et Monaco, mais les 4 points de Lille, ils jouent quand même bien sur la balance. Comme quoi tout va très vite, parce que le podcast d'avant-trêve, quand Paris reprend la tête face à Lyon avec une domination, on se disait que c'était plié, que c'était terminé, quoi. C'est ça qui est ouf. En un match, tout change parce que la dynamique change, le PSG a déçu, de toute façon on va en parler, c'est la transition parfaite. Toi, ça y est, du coup, c'est... On n'avait pas prévu le fait que Benjamin André rentre dans le crâne de Neymar. Non, mais donc pour toi, ça y est, c'est fini Paris. Pour vous tous, là, Paris sera pas champion Non, moi je dis pas que c'est fini, mais c'est toujours pareil. S'il faut, quand faut mettre un billet, on met un billet que sur une personne. Et la dynamique fait que Paris a la Ligue des Champions. C'est-à-dire que je me dis que mine de rien, si Paris passe le Bayern, et surtout avec toutes les merdes qui tombent sur le PSG avec les blessures, les Covid, je dis pas qu'ils vont oublier le championnat, mais le calendrier il sera lu que sur les dates du mercredi et des mardis. Donc ils vont sache pas. Que Lucas, moi, dis-moi. Vas-y. Non, j'allais dire, moi je mets pas en billet, je mets plusieurs pièces, mais je mets pas de billets. Du coup, comme ça, j'ai un peu plus de chances de gagner. Ouais, voilà, malheureusement, je dépense des fois très mal mon argent. Mais moi, je vois les choses comme ça. Lyon, j'ai jamais cru en eux, donc je vais pas y mettre maintenant. Pour moi, il y a que Lille ou Monaco parce qu'ils sont sur une dynamique incroyable, mais du coup, l'écart et le calendrier fait que je donne un peu l'avantage à Lille. Et le PSG, la Ligue des Champions va prendre beaucoup de place. Ah, mais ça c'est sûr. Hein. Après, en termes de dynamique, c'est vrai que Monaco, il n'y a pas beaucoup d'écart, quoi. Excusez-moi, tout à l'heure c'était 4 points d'avance avec Lille. C'est pas énorme, quoi. Donc franchement, vu la dynamique qu'ils ont actuellement aussi, c'est une équipe qui fait peur. Comme je disais, c'est un rouleau compresseur, mais on dirait, on ressemble à un mini Bayern. Et c'est vrai que Monaco, ça revient très très fort. Donc en Ligue des Champions sans doute, faudra voir comment Lyon arrive à gérer en interne tout ce qui se passe. Mais faut pas enterrer Paris non plus, ça c'est sûr. Tout dépendra du nombre de matchs que va prendre Neymar. Moi j'ai vu là tout à l'heure qu'il pouvait peut-être prendre 5 matchs. Ce serait honteux. Ouais, mais c'est ce que j'ai lu, que déjà c'est sûr que déjà il a pris un match et que peut-être qu'il va en prendre encore. C'est normal, ça c'est son carton rouge, mais deuxième jaune en fait, c'est deuxième jaune, donc normalement. Oui, voilà. Oui, non, mais donc ça il a forcément qu'un match, mais voilà. J'ai du mal à croire qu'il aura beaucoup plus. Hein. Bon, on verra, mais faut qu'on dise. Je sais pas, l'attitude. On a déjà vu des embrouilles dans les couloirs. Il n'y a jamais eu
jamais eu autant. Peut-être deux, pas pour La seule fois où j'ai vu un mec prendre beaucoup plus. La seule fois où j'ai vu un mec prendre très cher dans les couloirs, c'était Brandao qui mettait son coup de boule, tu vois. C'était pas à ce niveau-là non plus. C'est sûr. Donc on verra, on va voir comment ça va se passer, mais effectivement, ce quatuor là, en tout cas, c'est cool pour la fin de la Ligue 1, quoi. Là, franchement, on a un suspense, que ce soit là, que ce soit en Europe, que ce soit le maintien, voilà. Donc ça va être. Non, mais c'est clair. Mais du coup, la transition est toute trouvée parce que du coup, on va passer au gros match de ce week-end et c'est celui, je pense, que vous a hypé le plus avant match, c'était Paris-Lille. Voilà, on attendait un gros match des Parisiens. Alors certes, il y a un cadre un peu compliqué, mais même comme pour Lille, le retour de trêve internationale, Verratti positif au Covid, Florenzi écarté par précaution et on a appris aujourd'hui qu'il était positif aussi. Donc, en soi, le PSG a eu raison. Lille de son côté qui revient avec des internationaux turcs qui étaient un peu sous la menace pareil de Covid. Yazici le jour même est écarté du groupe parce qu'il est positif. Enfin, voilà. C'est un cadre compliqué au final alors que Lille était un peu moins bien ces derniers temps en Ligue 1. Paris sortait d'une grosse victoire à Lyon. On s'est dit que Lille allait avoir des difficultés à gagner. Puis au final, pas du tout en fait. Enfin, le PSG passe à côté de son match. Je sais pas, Maxime, si tu veux raconter un peu le match, toi, comment tu l'as perçu? De toute façon, c'est une première mi-temps tactiquement. Oh, toi, tu les trouves pas passer à côté? Bah, disons que le premier quart d'heure, il est quand même largement à l'avantage des Parisiens. Lille était quand même acculé derrière, ils n'arrivaient pas à ressortir un ballon, vraiment gênés par le pressing du PSG. Il y a une première occasion avec un ciseau de Neymar qui passe à côté. Ensuite, il y a Mbappé qui se procure une occasion, mais Mike Maignan qui se couche vite au sol. Mike Maignan d'ailleurs en équipe de France, l'avenir est assuré. Enfin pour moi il n'y a pas de débat, ce sera lui. Bref. Et ensuite Lille qui commence un peu à sortir. C'est pas Etienne Green? Non, Leandro voudra pas. Leandro il a fait un regard, il s'est tourné vers la. Non mais c'est quand. Non mais tu vois Lille qui a commencé. Lille a commencé à sortir et sur une attaque rapide, Iconé qui intelligemment sur son côté lève la tête, centre en retrait pour Joe David qui contrôle, qui prend le temps de contrôler et qui envoie une frappe du droit qui est contrée par Marquinhos ou Kerrer et qui termine au fond quoi. Yes. Et au final, tu vois après ça 5 minutes après t'as une frappe de Moïse Kean qui est encore une fois stoppée par Mike Maignan, mais on n'a pas senti le PSG vraiment réagir quoi. Ça leur est tombé dessus ce but et ils n'ont pas su quoi faire. Et vraiment, comme a dit Leandro, Benjamin André, il est rentré dans la tête de Neymar et des autres Parisiens. Ils les ont mangés au milieu de terrain. La paire qu'il a fait avec Soumaré, la paire qu'il a formée avec Soumaré, c'était incroyable. Que ce soit dans le pressing, dans la récupération et ensuite dans l'utilisation du ballon. Parce que les transitions offensives, elles étaient très 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 bien gérées et ils ont su faire très mal. Après, quand tu as des défenseurs droits comme Kerrer, forcément, ça aide. Il y a des espaces. Mais même en seconde période, tu vois, on peut se dire Paris va quand même réagir. C'est pas possible. Non, rien du tout. En fin de match, t'as Burak Yilmaz qui rate un face-à-face avec Navas. Enfin, non, c'est Navas qui arrête. Ouais, c'est pas, il ne rate pas. Hein. Oui. C'est Navas qui. Non, oui, je me suis repris. Positivons. Mais tu vois, même avec un mec qui arrive à garder dans le match, ben même comme ça, pourtant c'est des éléments qui pourraient être en ta faveur. Tu te dis ok, notre gardien nous en sort une belle, là on va aller égaliser. Et ben pas du tout. Non, comme d'habitude. Parce que Mbappé n'a rien fait, Di Maria est passé à travers. Merci. Moïse Kean n'a pas eu un ballon. Au milieu de terrain, ils se sont cachés. Gay, Paredes, il y avait rien. Je comprends pas comment tu peux réaliser une performance de très haut niveau contre le Barça il y a un mois de ça. Aujourd'hui, même contre Lyon. Oui, contre Lyon, il y avait de la maîtrise, il y avait tout ce qu'il fallait. Et là, il y avait rien. Et voilà, Neymar, encore une fois, quand ça va pas dans son sens, qu'il n'y arrive pas, et il s'énerve. Sauf que c'est pas le comportement d'un leader et d'un leader qui va sur sa trentaine, quoi. C'est un comportement d'un enfant gâté, quoi. Voilà, c'est ça. Mais le PSG dans toute sa globalité, de toute façon, que Neymar, c'est un peu, tu vois, le symbole, mais tout Paris, tu commences à avoir des sales coups. De toute façon, on n'en a pas parlé, mais dès le début de match, Paris peut être à 10 voire à 9 avec Gay et Paredes qui ajoute de gros tacles sur des Lillois, mais à la fin de match, c'est à l'image du PSG, d'un peu de ce côté un peu qu'on leur reproche souvent à juste titre, ce côté un peu pourri gâté où ils ont toujours ce qu'ils veulent. Et là, depuis toute cette saison, il y a rien qui va dans leur sens.
ou presque, et là du coup tu pètes un câble, Neymar pète un câble. Après voilà, il s'énerve sur une faute de Diallo qui est pas au début pas sifflé, il garde la balle, il pousse Diallo tombe, on rajoute des caisses et du coup Neymar expulsé, mais tu le vois après même, je sais pas si vous avez vu les images de Canal, mais Marquinhos qui dit à l'arbitre en gros t'as voulu nous pourrir tout le match. Tu vois, c'est vraiment l'image un peu de Calimero, tu vois, du vieux petit canard qui avait rien dans son sens, et c'est un peu ce qui se passe cette saison, c'est qu'en fait aucune équipe laisse le PSG faire ce qu'il veut, quoi. En fait, c'est ce qui se passe j'ai l'impression que quand on regarde les défaites du PSG depuis quelques années, c'est 90% les mêmes. C'est-à-dire que c'est Neymar qui pète un plomb, qui se fait avec un joueur adverse qui rentre dans sa tête, il se fait souvent expulser, ou juste il reste sur le terrain mais il devient transparent. Verratti, soit il est pas là, soit il est pas bon ce match-là, et le milieu de terrain. Mais rien que cette année pour Neymar, on peut parler de Léo Dubois au match aller, t'as Alvaro. Bon après Alvaro, on saura jamais le fin mot de cette histoire, mais Alvaro lui rentre dans la tête et et ça marche. Tu vois, t'as toujours ce côté-là. Même contre Lorient, je crois que contre Lorient il est encore là. Il y a une espèce d'embrouille avec comment il s'appelle, Spike. Maxime, tu peux pas m'aider là sur Lorient. Je crois qu'il y a une embrouille entre Neymar et un Lorientais aussi. J'ai plus souvenir. Et après, le mec c'est pas Mendes qui donne le penalty, ou je sais plus, après je crois qu'il s'embrouille un peu avec lui, ou quand Lorient égalise il commence à faire ses petits ponts, etc. Contre Caen en Coupe de France, Iago il s'embrouille avec lui, il finit blessé. Enfin, cette saison il y a déjà plein d'exemples, Lucas, hein. Les années précédentes t'as Strasbourg en plus, t'as pas mal de choses aussi, quoi. Vas-y, pardon, je t'ai coupé, c'était juste pour te ajouter à ta défense ou à ta... Non, mais t'as ce facteur-là qui donc se répète depuis plusieurs années, mais t'as aussi à chaque fois que Verratti n'est pas là, son absence se fait vachement trop ressentir pour une équipe qui pourtant a mis, je suis pas très séduit moi pour le milieu du PSG, mais qui pourrait faire beaucoup mieux. Paredes, il s'est fait boire par Benjamin André et Soumaré, c'était incroyable. Il était vraiment, alors pourtant il montait en puissance et je trouve qu'il faisait une bonne saison. Et là, il est pas complètement passé à travers son match. Et t'as aussi un entraîneur, t'as Christophe Galtier qui a adapté son équipe au PSG et mettre Renato Sanchez, Benjamin André et Soumaré au milieu de terrain, ça a complètement tué le milieu du PSG. Donc t'as aussi mine de rien aussi la faute à Pochettino, et toutes les défaites les grosses défaites du PSG, c'est tout le temps les mêmes choses, j'ai l'impression. C'est des matchs qui se ressemblent. J'ai l'impression que c'est tout le temps pareil en Ligue des Champions, en Coupe de France ou en championnat. C'est vraiment insupportable. Non, mais il a tout dit, hein. Franchement. Alors, je sais pas si vraiment on peut incomber ça à Pochettino. Le problème avec ça, le problème en fait, c'est que c'est récurrent depuis plusieurs années. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'à l'intérieur du club? Pourquoi on a ces sautes, cette inconstance qu'il peut y avoir, alors que on peut comparer, par exemple, on peut le comparer avec le Bayern de Munich, ils vont jouer contre eux dans quelques jours, et on n'a pas ça. Dans les grands clubs, en fait, on a cette constance de la performance, du haut niveau et de l'exigence, qui a peut-être pas forcément encore à Paris, parce que Paris en soi est un club jeune qui est, en gros, dans cette nouvelle ère du foot, le club a pas 10 ans encore. Ils sont arrivés en 2012, les Qataris. Donc 2011. Donc c'est encore un club. Enfin, le club a 10 ans, quoi, en gros. Donc c'est encore jeune tout ça. On va voir. Peut-être qu'ils peuvent faire encore un super parcours en Ligue des Champions. On sait jamais. Et peut-être qu'ils peuvent même encore arriver en finale. Mais on aura encore ces problèmes au niveau du management, au niveau effectivement de la starisation des joueurs. C'est pas forcément bon, parce qu'en fait, moi je trouve que c'est bien, parce qu'ils sont effectivement, ils se mettent en valeur et ils sont à l'aise, ils se sentent à la maison. Mais peut-être que des fois ils se sentent un peu trop à la maison. Peut-être qu'ils se sentent plus avoir des droits que des devoirs. C'est possible. Ça demande d'avoir un certain comportement, effectivement. Neymar, il est hypersensible. Ça, on le sait, hein, depuis qu'il y a, les Brésiliens peuvent être comme ça. Là, on a ça avec lui, et on l'a de façon exacerbée. C'est depuis qu'il est peut-être petit, il a ça, mais il arrive peut-être pas à gérer aussi, hein, tout simplement. Là, il revient, il veut faire bien, il y arrive pas.
il y a des choses qui arrivent, il loupe avant tout ça, il loupe des petites choses qui pouvaient réussir, des petits ponts qui marchent pas, des petits dribbles qui dépassent, il va s'agacer, il va s'énerver parce qu'il va pas recevoir le ballon, il veut essayer justement tout le temps de faire la différence seul. Donc quand l'équipe aussi, il sent que l'équipe aussi va pas bien. Si l'équipe était au top, je pense pas qu'il voudrait faire ça. Et voilà, non, mais je comprends pas comment on peut faire un match aussi fort contre Lyon, par exemple. Ils ont été très très forts contre Lyon. Je pensais qu'ils allaient, ça y est, c'est parti, enchaîner. Mais voilà, dès qu'on arrive à gérer la profondeur avec Mbappé, il est de suite en difficulté. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Il doit travailler là-dessus. Maintenant, il a attendu partout. Mais ça, il le savait aussi. Donc voilà, il doit adapter son jeu. C'est compliqué. Mais voilà, c'est un grand joueur, il va y arriver. Et Neymar, c'est pareil. Neymar, ça va être compliqué d'avoir je sais pas comment ça va se passer contre le Bayern, je sais pas comment ça va se passer la fin de saison. Mais il est hypersensible, il n'arrive pas à gérer ça. Il faut qu'il aille voir quelqu'un, je pense, pour l'aider. Toi, Leandro, t'en as pensé quoi de tout ça, soit de la prestation du PSG, de Neymar qui pète un plomb? Toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Comme on dit, le problème c'est que ça, pour un joueur qui a bientôt 30 ans, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Et dans le sens où je trouve ça dommage que le moindre, sans vouloir manquer de respect à Benjamin André, mais que le moindre mec qui rentre dedans en début de match arrive à rentrer dans sa tête au point de lui faire perdre ses moyens, et que une fois de plus, il déstabilise tout un collectif en se prenant ce carton rouge en fin de match. C'est totalement débile, quoi. C'est juste débile. Et puis si ça coûte le titre au PSG, ce serait quand même comment dire, ce serait pas honteux, mais bon, quand même, dans le sens où t'es censé être le gars qui est là et qui pousse ton équipe, et au final tu les enfonces, quoi. Ce qui est aussi bizarre, c'est que tu vois, peut-être depuis un an, ça fait un an qu'on dit que Neymar et c'est la première fois qu'il est aussi heureux à Paris. Et cette année, il a fait 14 matchs et il a pris 3 rouges en Ligue 1. Non, c'est vrai. Il est le plus heureux, mais c'est en même temps le plus nerveux. Enfin, c'est la première fois qu'il est autant heureux et c'est la première fois qu'il est autant nerveux aussi. À Barcelone, il a eu ces moments un peu de pétage de plomb, mais tu l'excuses avec la jeunesse où il en avait pas autant. Là, 3 cartons rouges en 14 matchs, ça commence à faire beaucoup, là. Qu'il est souvent blessé. Mais en plus, tu vois, c'est peut-être qu'il vit plus Paris, du coup, il se sent plus concerné, mais bon. C'est pas forcément quelque chose de bien, et comme le disent de même, je pense que tu vois, il faudrait réussir à le canaliser, le Ney. Après, le truc, c'est que mine de rien, c'est le gros nom de ton club, c'est le patron, forcément, en termes de tarification, c'est l'image du club, donc qui va aller lui dire quoi? Vous pensez qu'il y a qui allait le voir après lui a dit franchement, tu nous as mis dans la merde, encore une fois, tu fais mais personne, mais de toute façon tu écoutes les déclarations, Pochettino il trouve des excuses, Pochettino trouve des excuses, Marquinhos dit pas grand chose non plus. Tu vois qu'ils défendent un peu tous Neymar, quoi. Donc ils lui disent rien, mais c'est pas nouveau, hein. Justement, le problème, il est là, en fait, je pense. Je pense que le problème, il est là. Il faut pouvoir dire à Kylian, quand t'es pas bon, t'es pas bon. À Mbappé... Attends, parce que toi-même, je te rappelle que Mbappé n'aime pas les critiques, hein. Ouais, je sais, non, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Mais parce qu'on peut pas lui dire qu'il est pas bon, apparemment. Non, mais c'est ça. C'est un problème. Ça fait jamais plaisir d'entendre que t'es pas bon, ou je veux dire, le problème, c'est que dans la majeure partie des Français ou des gens lambda entre guillemets, au travail, quand tu fais pas quelque chose, on te dit t'as pas été bon. Voilà, là, ça aussi, il faut qu'ils arrivent à l'accepter. C'est dur à accepter, mais c'est ça qui te permet d'arriver au très très haut niveau. Justement, la remise en question, de pouvoir se dire voilà, là je suis pas bon, d'accepter la critique et de retourner ça en quelque chose de positif. Les plus grands champions se sont construits comme ça. Et Cristiano, il avait été critiqué, il a toujours été critiqué. Et il a toujours été critiqué, ou Zlatan, et c'est des joueurs qui se nourrissent de ça pour justement pouvoir passer un cap. Et ça, il faut qu'il arrive à le faire, et aussi gérer cette hypersensibilité c'est pas possible. Il est comme ça, mais ça pénalise l'équipe, ça pénalise tout le monde. Mais le problème, je pense vraiment qu'il fait pas exprès. Je pense que c'est plus fort que lui, en fait. C'est agaçant. Nous, on est de l'extérieur, on le regarde comme ça, on dit c'est agaçant.
mais je pense qu'il est vraiment comme ça, comme Paredes, quand il y avait Neymar et tout, il vient, et je pense qu'il c'est plus fort qu'eux, en fait. Ils sont comme ça. Je pense que il y a un truc qui se passe dans leur tête. Je pense que ils sont pas les mêmes. Il y a une espèce de schizophrénie quand ils jouent au football et quand ils sont dans la vie. Et je pense que le terrain, ça change les gens. Quand on voit par exemple un N'Golo Kanté qui est un chien sur le terrain, qui est là, qui te lâche rien et tout, et tu le vois dans la vie, le mec, il est discret au possible, tu vois, alors que sur le terrain, tu vois que lui des fois dans les matchs. Tu vois ce que je veux dire? Dans un autre sens, ben eux, c'est dans l'inverse, quoi. C'est différent, tu vois. On va les voir, mais on a vu Mbappé aussi avoir des coups de sang. C'est que ça arrive à Paris, tu vois. Ouais, mais on a vu Mbappé aussi avoir des coups de sang. Il reçoit trop de coups, bam, ça fout des balayettes. Il avait pris un rouge aussi en finale de coupe. Mais donc voilà, on en revient à ce côté pour gâter. C'est dès que ça tourne pas de leur côté, dès qu'ils sont un peu bousculés, ils réagissent très mal. Parce que ça. Neymar, il aurait pu s'arrêter là. Hein. On n'en ferait pas tout en place. Il avait juste poussé Diallo. Le problème, c'est après dans les vestiaires où il va en grosso modo leur remettre une ou remettre une pièce, tu vois, dans le jukebox. C'est ça qui est gênant. C'est comme quand Mbappé pète un plomb, comme tu l'as dit en Coupe de France. Le problème, c'est que dès que ça tourne pas pour eux, ça répond par la violence au lieu de répondre sur le terrain, et c'est grave. Je pense que c'est la starification, en fait. La starification est pas bonne. Et il faut faire attention à ça. On disait que Zlatan, quand il est arrivé, il faisait tout au club. Et c'est pas forcément bon parce que voilà, en Ligue des Champions, on n'a pas réussi à passer le cap à cause. Mais Zlatan, attention, une équipe avec Zlatan, ça se passerait pas comme ça en termes d'implication et tout sur le terrain. Hein. Je pense, ouais. Je pense aussi, ouais. Mais après, lui, voilà, il arrivait à répondre aussi sur le terrain et en dehors, dans certaines choses, mais pas dans tout. Et voilà, c'est la starification et il faut faire attention à ça. Ils n'arrivent pas encore à gérer ça. Le club normalement doit être au-dessus des joueurs et là, c'est pas pour l'instant le cas. Tu veux dire quelque chose de l'endroit avant qu'on passe à un autre sujet? Non, mais il a très bien trouvé un merveilleux exemple avec N'Golo Kanté, tu vois, genre pas grande gueule et au final sur le terrain chaque week-end ça prouve et c'est dommage que tu vois par exemple Neymar aille s'embrouiller, enfin en tout respect évidemment, aille s'embrouiller avec un Diallo qui a absolument rien prouvé dans le football et qui est rentré dans sa tête en fin de match là de manière à ce que il pète un câble aussi. Donc non, c'est un peu débile, c'est juste débile je trouve que c'est dommage, ça montre qu'il a pas franchi ce cap, tu vois, que tout le monde attendait et qui est le cap des très grands, tu vois, comme Messi et Ronaldo qui plutôt que de répondre de manière ça leur est déjà arrivé aussi hein. Ouais, mais oui, c'est sûr, mais plutôt que de répondre de manière verbale en général, tu vois, ils arrivent à se transformer ça en game changer et ils se donnent à fond pour remporter les rencontres quoi. Yes. Du coup, on a fait le tour un peu de ce PSG, en fait, de ce Neymar versus Lille en profondeur. Pour Lens-Lyon, on va en parler vite fait, mais vraiment vite fait, j'en parlais. C'est un peu à l'image de la deuxième partie de saison de l'OL, bousculé par une équipe en place tactiquement. Garcia dépassé, Garcia qui joue encore avec des joueurs pas forcément à leur poste. La semaine prochaine, là, il y a Cornet, je crois, qui est suspendu. Ou de Cheglio aussi, et on sait même pas si on va avoir Melvin Barr. C'est peut-être son seul latéral gauche un peu de niveau en Ligue 1. Tu te passes de Maxence Cacré aussi, pareil. Maxence Cacré rentre sur le terrain, c'était plus le même match. Alors que là, le milieu, Thiago Mendes se fait bouffer par Doucouré. On n'en parle pas beaucoup de Doucouré, mais attention, grosse saison, hein, c'est une surprise pour beaucoup. On va pas se mentir, même si en Serie A, il était titulaire, pas beaucoup de gens le connaissaient. Il avait vu jouer, c'était même surprenant de le voir arriver à Lens alors qu'on parlait de lui à l'Inter, à la Roma et tout. Au final, c'est Fofana, tu parles. Ouais, là tu parles de Fofana. Doucouré. Ouais, parce que t'as dit Doucouré, mais Doucouré, à côté Doucouré. Mais les deux sont forts, hein. Les deux sont très très forts. Et voilà, c'est ça, les deux sont forts, mais ouais, Fofana, pardon, exact. Et voilà, les deux sont archi chauds. Qui était à l'Udinese des Fofana. Et c'est ça, voilà, ouais, pardon. Ouais. J'espère que vous m'en voulez pas. Non. Mais non, mais c'est incroyable leur milieu de terrain. Là contre Lyon, c'était des enfants. Bon, jusqu'à l'arrivée de Cacré qui a réussi à calmer le jeu, mais avant t'avais une différence entre les deux. On se demandait qui jouait le podium entre les deux, quoi. C'était beaucoup plus propre. Toko Ekambi, même Depay qui est pas au niveau en ce moment. Y a pas grand chose qui tourneront à l'OL en ce moment. Et en fait, le plus gros problème, je pense, c'est qu'on même si l'équipe tourne pas net, Rudy Garcia fait pas de changement fort dans son 11, quoi. Toujours les mêmes joueurs qui jouent. Tu vois, Cherki sort encore une entrée plutôt convaincante, c'est lui qui amène un peu le danger sur le but égalisateur, mais tu sais que au prochain match il sera pas titulaire.
ça sera Kadewere qui met plus un pied devant l'autre depuis le derby. Enfin, je pense que les Lyonnais le remercient pour les 2 derbys où il marque, mais genre maintenant, ça y est, ça fait plus de 2 mois qu'il marque pas un but, ça fait plus de 2 mois qu'il est pas bon, qu'il fait pas une bonne passe et tout. À un moment donné, il faut peut-être donner sa chance aux autres. Cacré, c'est pareil. Cacré, c'est le mec qui le déçoit jamais sur le terrain. Tu le vois pas tout le temps. Il y a un problème de gestion du groupe. Et on en parlait un petit peu dans le podcast quand tout allait bien à Lyon, comme quoi l'équipe tournait pas et que ça pouvait être un peu un problème. Et au final, c'est revenu un peu trop vite. Au final, on avait raison. Ah, mais dans la course au titre, ça devient gênant là, ce que fait Lyon. Forcément, par rapport à justement quand on voit ce que Kovac fait, qui lui justement fait tourner, fait jouer quand même beaucoup de... tout le monde est impliqué à Monaco, mais c'est ça. Mais sur la durée, il faut que tu impliques pas 11 joueurs ou 12 joueurs. Il faut que tu en impliques 15, 16, voire même 17 pour que justement tu puisses les rentrants, là, quand on voit la rentrée de Ben Yedder avec Monaco, on voit la différence. Quand on voit Yilmaz qui revient, c'est bien pour Lille. Quand on voit David Iconé, Renato Sanchez qui revient super bien, voilà, il faut avoir un banc, quoi. Et tu sais que à Lille, tu peux compter sur Cheka, tu peux compter sur plein d'autres joueurs. Et il implique justement ces joueurs-là. Non, là, on a vu que Cherki, Cacré, Barre, ils commencent à se questionner. Et c'est logique. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de vite fait de ce Lens-Lyon. Alors on va accélérer quand même pour cette fin de podcast. Doumam, Angers-Montpellier. Essaye de me faire ça un peu. Voilà. Essaye de me faire ça rapidement. Non, mais ce que je disais en intro, la première mi-temps est dégueulasse de Montpellier, on va pas se mentir, il y a rien. On en parlait tous les deux à la mi-temps. On se dit que c'était honteux pour un club qui rêve encore d'Europe de faire cette première mi-temps. Je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Doumam, il est au bout de sa vie, là. Non, mais oui, non, mais alors Montpellier, là, je comprends pas, vraiment. Tu peux pas. C'est un match, tu dois le gagner, quoi, 100 fois. Déjà, ils ont joué une mi-temps sur 2 et ils ont eu 3-4 occasions franches pour pouvoir le gagner. Ils le gagnent pas. Ils ont les jambes qui tremblent. Ils tremblent, en fait. T'en penses quoi, justement? Parce qu'on en parle, il y a Delors qui a tweeté après. Il a dit quoi? Le match il est énervé. Il a présenté ses excuses. Ah oui. Pour ce qu'il avait raté. Tu vas taper dans Delors alors après la saison qu'il fait? Même avec la saison qu'il fait, non. C'est ça la différence entre les grands joueurs et les très grands. De ce que j'ai vu, attention, il s'est pas beaucoup entraîné pendant la trêve, il était blessé. Il était blessé. Il a pas eu beaucoup de... moi c'est ce que j'ai vu quelque part, enfin j'ai vu des infos comme quoi il a pas fait beaucoup d'entraînement pendant 2 semaines là. Ah bon? Ouais. Donc, du coup, il a un peu serré les dents pour jouer les matchs. Alors, est-ce que ça change ton avis sur la question? Ouais, oui et non. Je sais pas, en fait. C'est vrai que j'ai senti son jeu un peu forcé contre Angers. C'était forcé, quoi. Des frappes forcées. Physiquement, la première mi-temps, justement, t'en parles, la première mi-temps, il est pas dedans, quoi. Mais un peu comme toute l'équipe. En deuxième mi-temps, il est un peu mieux. Résultat, Montpellier, comme toute l'équipe, mais c'est ça. Mais bon, je suis déçu de Mollet aussi. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup plus. La Borde, hein. La Borde, il rate un ballon là, pied droit. Son agent qui sort et qui dit il doit partir et tout machin, mais enfin tu vois c'est totalement hors de propos. Le joueur il est là, il est pas bon depuis quelques matchs. Ça casse la dynamique. Ça te casse la dynamique. Là il a marqué juste avant, tu sors ça, là il te fait un match comme ça, tu veux enfin voilà quoi, c'est pas possible en fait. Donc c'est ce genre de choses. On parle d'Hilton aussi. Ah non, Hilton franchement, Hilton. C'est vraiment. Il y a quand même à dire qu'il y a eu le Made in Foot Cup où Stéphane Bauken fait l'interview avec nous, il marque le week-end d'après. Pour le coup, ça c'est une petite promo, mais c'est pas mal ça. Ça fait tout le temps ça? C'est bien. Non, on n'a pas tout le temps des attaquants, mais regarde au moins Stéphane Bauken. Oui. On avait un peu parlé avec lui. C'était à moitié annoncé, quoi. Il te l'avait dit. Ouais, il m'avait dit que c'était l'équipe avec qui réussissait le mieux. Ah oui, non, il a. Là, il peut remercier Vittorino Hilton là. Lui, il sent bien le coup aussi, c'est ça, être un attaquant, quoi. Il sent bien le coup justement. Il sent qu'il y a peut-être la possibilité qu'il loupe le ballon. Hilton, avec son expérience, il a bugué dans sa tête. Ça arrive, quoi. Mais ça montre l'âge là. Ça montre un peu la fébrilité aussi qu'il peut y avoir dans l'équipe, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il aurait jamais fait d'habitude. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'es à 1-0. Au lieu d'aller chercher le 2-0, tu recules. Pourquoi?
Tu vois, c'est ce genre de manque d'ambition là. C'est la peur un peu de gagner, c'est la peur d'aller en Europe. Hein. C'est la peur de réussir. Je sens que l'équipe a doute. Oui. Mais comme l'année précédente, où il y a depuis 2 ans, où à l'arrivée du sprint, juste avant le sprint final, là, des 5-6 derniers matchs, t'es encore en course. Et après, Et j'ai l'impression que ça va être ça, cette saison. C'est pour ça que je suis déçu, en fait. C'est que j'ai l'impression que c'est l'histoire qui se répète, quoi. Ils n'arrivent pas à passer le cap. Il y a déjà 3-4 matchs que tu dois gagner, justement, pour pouvoir arriver en Europe ou pouvoir, justement, être 5e ou au moins... là, tu es à 4 points de Lens, quoi. Je veux dire, Lens, c'est pas comme si Lens, c'était... Lens, en termes de jeu, joue mieux. C'est fou, quand même. Lens, en termes de jeu, joue mieux que pas mal d'équipes de Ligue 1. Hein. Et ouais, mais donc eux, ils méritent en fait. En fait, limite, s'ils vont en Europe, ils méritent parce qu'ils jouent mieux. Là, ils ont accroché encore Lyon. C'est une équipe qui joue de l'avant. Il y a vraiment une philosophie de jeu et un jeu instauré qui te permet d'avoir les résultats. Alors que là, avec Montpellier, on n'y est pas. Donc du coup, là, t'es un peu défaitiste là. Si non, je te sens. T'es un peu dépité. Et il y a encore 10 minutes, t'as fait une grimace quand Lucas a dit que Montpellier jouait plus l'Europe. Bah oui, parce que comme je t'ai dit, ça fait jamais plaisir d'entendre la vérité, je pense. Et là, en l'occurrence, je pense là, je suis pas super optimiste. C'est vrai que non, je suis pas super optimiste. Mavididi, c'est le meilleur. Il sort. Pourquoi il sort alors que c'est le meilleur. C'est le plus simple à sortir. Ouais, voilà. Mais bon, lui, il est pas content de sortir. C'est lui qui te provoque les choses. C'est lui qui te dribble. C'est lui qui t'apporte de la vitesse. C'est lui qui casse les lignes. Enfin, qui avec ses dribbles, qui provoque la défense. Il a sorti. T'aurais sorti la board. Non, t'aurais sorti soit la board ou soit Delors. Oui, un des deux. Mais eux, en fait, c'est quoi en fait le truc? Ils sont intouchables. Non, quoi. C'est pas possible en fait. Chotard, je l'aime beaucoup. Mais c'est pas suffisant. Mollet, c'est pas suffisant, Mollet. Je suis désolé. Ça y est, on avait dit Doumam, vas-y doucement, là, ça y est, il va nous dégommer tout le monde en parlant. Bah ouais, mais non, là, je suis désolé. Florent Mollet, je suis désolé. C'est un super joueur, mais il est trop inconstant. Et ça, c'est le problème de ce joueur-là, en fait. Il peut être super bon sur un match, 2 matchs, et après, dans 3-4 matchs, tu le vois pas. Marseille, Paris. Voilà, c'est ça. Ouais, il est motivé face au grand club. Ouais, mais non, en fait, ça se passe pas comme ça, en fait. C'est pas ça, en fait. Il y a plus trop l'esprit paillade, hein, j'ai l'impression. Ouais, non. Normalement, Ferry, je trouve que c'est bien. Il est toujours là. Il a ses erreurs, mais il est là, quoi. Il est là. Il est solide. Hein. Ouais, il est là. Franchement, même dans l'utilisation. Les places de Nîmois, Leandro, là, hop, il a vu Ferry, il part sur son téléphone parce qu'il regrette Jojo Ferry dans son milieu de terrain. Sincèrement, mais bon. Je t'assure, c'est pas le mec qu'on regrette le plus quand même. Non, mais c'est un bon joueur. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon joueur dans la lecture, dans l'anticipation, dans le jeu avec et sans ballon. Il est vraiment très intéressant. Dans l'utilisation du ballon, il est vraiment très intéressant et très intelligent. Quand il est comme ça, il sait mettre les coups qu'il faut et tout. Donc, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Sambia aussi, qui est toujours là, qui monte en puissance, qui lui déçoit pas. Mais voilà, même si Andy il peut pas marquer, faut qu'il y en ait d'autres qui puissent marquer, quoi. Ça, c'est pas possible. Oui. Mais on a quand même 3-4 occasions franches. Non, il faut être tueur devant le but dans ces cas-là. Si tu veux aller en Europe, il faut le faire. Et là, on n'arrive pas à le faire. Angers, je veux dire, c'est pas non plus l'équipe la plus forte, même si elle est chiante à jouer. C'est pas l'équipe la meilleure du championnat. Et t'arrives pas à passer le cap. Donc moi, je sens la place du con arriver à grands pas, la 6e, là, la 7e. Où t'es à 1 point, mais que voilà, t'as laissé encore traîner les points en route. Moi, je le sens comme ça, effectivement. Ça marche. Donc, c'est bien dommage. Pendant qu'on est sur Angers-Montpellier, rapidement, on n'en a pas parlé, mais du coup, pendant la trêve, Stéphane Moulin a annoncé son départ du SCO. Ça, c'est vrai, mais c'est un peu surprenant quand même. Pas tout ce que t'en as pensé, Maxime, mais... Je voulais juste, par cette intervention, souligner son travail parce que ça faisait quand même un bon petit bout de temps qu'il était au club. Il les a fait monter en Ligue 1. Il a fait une finale de Coupe de France avec eux en 2017. Il a réussi à pérenniser ce club en Ligue 1 avec parfois pas toujours un effectif incroyable. Et il faut surtout rappeler qu'il s'est souvent fait dépouiller. On pense quand Toko Ekambi a explosé là-bas, il est parti. Jeffrey Nadal, pareil. Pépé aussi qui est parti.
Nicolas Pepe, oui, après il a fait mais bon, Boguichon ou Tube, c'est pas non plus des incontournables à Angers, quoi. Non, mais le Angers olympique. Tu vois. Mais bref. Mais tout ça pour dire que Angers, l'année prochaine, va vraiment falloir qu'il soit très intelligent sur le choix du coach. Parce que c'est pas que le coach, avoir du boulot et avoir un mec. Oui, pas que le coach, l'effectif aussi, mais attention. Parce que Stéphane Moulin comblait quand même pas mal de failles dans ce club. Le seul point négatif, c'est un peu l'inconstance. Il y a des fois où Angers, pendant 3-4 mois, ça jouait très bien et après, tu vois, ça retombait un peu, tu sais qui doutait plus. C'est le seul un peu point négatif, je trouve, de tout son mandat. Mais après, bon, attention, il faut forcément des limites. Oui, non, mais c'est un peu, tu sais, c'est un peu le seul point un peu négatif, c'est que tu t'es passé par des périodes où ça jouait super bien, même au début de saison où Angers est dans le top 6 et après, t'as une petite, tu vois, c'était un peu les montagnes russes, c'est un peu le seul point négatif que je trouve à Moulin, mais il a fait un travail immense, hein. Merci pour les travaux, Stéphane, hein. Moi, de toute façon, oui, ça c'est sûr. J'ai un super coach, 6 mois de Ligue 1 à proposer à Angers, tout jeune, arrivé il y a quelques mois. Gia. Avec des idées innovatrices. On l'appelle il fait des bootcamps, des army camp. Donc, si Angers souhaite un contact, il faut venir en DM. JA de ses initiales, c'est ça. JA le boss. Ouais, non, mais t'as eu raison, Maxime, d'en parler. C'était important. Merci de cette intervention. C'est vrai que c'est inquiétant pour Angers parce qu'il y a Olivier Piqueux qui part, il y a Stéphane Moulin qui part. Donc c'est carrément le club. Je sais pas comment ça se passe avec le président, avec son histoire qu'il a eu aussi. Donc c'est avec Stéphane Moulin qui part. Donc bon. Est-ce qu'en fin de saison, si le SB 29 fait une saison finit mal sa saison, Dalloglio pourrait pas avoir une chance à Angers? Ça en parle déjà à Lyon. Il va peut-être pas aller à Angers si on parle de Lyon à Lyon. Dalloglio à Lyon? J'ai pas vu ça. Ah ouais, j'ai pas vu. Si, ça en parle un peu quand même. Ok. Bon, on verra. Vite fait, avant de passer à Nîmes Saint-Étienne, Lucas, est-ce que tu as quelques mots à dire sur Bordeaux-Strasbourg? C'est toi qui as fait le match. Est-ce que tu as quelques mots à dire En quelques mots, alors je fais. Si on passe sous silence cette première mi-temps. Ben ouais, voilà, on va parler que des 45 premières minutes parce qu'il y a quand même eu 5 buts. Ben, tout simplement merci aux deux défenses qui se sont montrées très 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 fébriles. Généreuse. Et Bordeaux qui voilà, on est très positif aujourd'hui, des défenses très généreuses et Bordeaux qui honnêtement on va même pas leur taper dessus, ça fait juste de la peine quoi, parce que c'est des saisons qui se répètent, des matchs qui se suivent. Et voilà, bon courage à eux pour la suite, mais je sais même pas qu'est-ce qu'on doit attendre de cette équipe en fait. Je sais pas si il y a des lors d'un mois on se dit ça y est, ils peuvent peut-être penser à la 5e place. Ensuite après on se dit attention, faut faire attention de ne pas descendre en Ligue 2. Enfin voilà, c'est vraiment laborieux. Voilà, putain, clair, net, précis. On apprécie. Et du coup, alors là, c'est le moment de Leandro. Je sens qu'il attend ça depuis le début de ce podcast. Non, mais je vais pour parler de Nîmes Saint-Etienne. Non, mais je vais être concis. Ce que je disais, Leandro, non, t'attendais ce match avec impatience. Ça fait quand même longtemps que tu chauffes les supporters stéphanois avec leur équipe et le match Nîmes Saint-Etienne. Certes. Au final, là, Leandro Prono a eu tout faux, là. C'est pas grave, malheureusement, je suis passé à côté de ce match. Mes prévisions n'étaient pas justes. J'ai l'impression qu'il est joueur de foot, là. Non, en vrai, on est passé à côté de la rencontre. Voilà, le coach avait de bonnes idées. Non, en vrai de vrai, c'était les 10 premières minutes, on a directement compris que c'était un match entre deux équipes qui cherchaient le maintien, où justement, ça a essayé de montrer son territoire et de montrer celui qui faisait le plus gros tacle. Donc ça, par contre, c'était très haché. Derrière, il y a Saint-Etienne ça pouvait un peu pencher des deux côtés, quoi. Et je pense que la première équipe à marquer, c'est celle qui aurait pu enchaîner. Et pour le coup, c'est Saint-Étienne. Mais du coup, c'était un peu pour les deux côtés. Puis Kazri sort un but un peu venu d'ailleurs, qui était vraiment pas, je pense, le plus prévu. Ouais, voilà. Puis voilà. Et puis ça s'enchaîne. On marque un but hors jeu, annulé. Puis derrière, Saint-Etienne suit très bien le mouvement, rentre bien dans le moule et prend surtout les devants, tu vois. On avait un Nîmes Olympique qui jouait énormément des ballons sur la tête, etc. Sauf que ils font quand même pas 1m50 à Saint-Etienne, donc c'était un peu compliqué à aller chercher, surtout quand t'as des petits gabarits devant.
Non, et puis, enfin, je pense qu'en vrai de vrai, Alors là, il s'est raté, Planck, là. Ouais, moi je pense que là, pour le coup, il faut juste souligner la bonne perfo de Saint-Etienne, qui au final arrive à se mettre à 7 points de Nîmes. Donc c'est quand même une sacrée bouffée d'oxygène pour le maintien. Et il faut juste parler aussi du mauvais match de Nîmes qui n'était peut-être pas là, et puis ouais, voilà. Ouais, qui était juste peut-être pas là, quoi. C'est pas... Enfin, à part René qui quand même a réussi à sortir une fois de plus 2 arrêts assez décisifs, notamment celui où il se retrouve à 4 contre 2 en face à face à la 45e, et où vraiment, enfin, s'il y a le 2-0, on sait que le match est plié, et il arrive à maintenir ce score de... pousser l'échéance. Ouais, il arrive à maintenir ce score. Mais oui, comme tu dis, ça... C'est un match sans Nîmes, ça arrive depuis l'arrivée de Pascal Planck, il n'y en avait pas eu, donc c'est pas alarmant. Faut pas crier, faut pas tirer la sonnette d'alarme, quoi. Le problème, c'est juste que Lorient a gagné, donc forcément, tu prends du retard, et que là, il va falloir s'accrocher pour pas être barragiste, quoi. Ouais, mais faut se dire que de toute façon, si barragé, c'est déjà... Faut se dire que de toute façon, avec Lorient, le problème qu'il y a, et ça depuis longtemps, c'est que ça va être aux matchs les plus inattendus où ils risquent de perdre des points. Et il faut pas se dire ouais, si ça se trouve ils vont taper. Enfin, il faut vraiment s'attendre. Il faut regarder chaque match de Lorient, puisqu'en fait c'est une équipe qui joue avec un état d'esprit à chaque fois différent. Soit ils rentrent avec une mentalité de loser et directement ça se passe mal. Soit ils rentrent avec l'envie de gagner comme ils ont fait hier, et puis ils repartent avec les 3 points. Non, ça aurait pu être pire, je pense. Faut s'en rendre compte du taf qui a été fait sur les 5-6 derniers matchs, les points qui ont été engrangés, et puis écoute, félicitations à Saint-Etienne. Mais c'est vrai que je te dis, au final, si Nîmes joue que le barrage, là, quand tu vois où l'équipe était au niveau de jeu avec Arpinon, tu te dis, en fait, Planck, il a réussi 80% de son boulot, quoi. Ah ben, on aurait pu être à la place de Dijon aujourd'hui, hein, donc on va pas... Non, c'est dommage. Mais en avant les crocos, et j'ai eu Lucas Dias au téléphone il y a 3 jours, et il m'a dit, t'inquiète pas, le maintien, on l'aura. Les promesses, ça c'est Lucas Prono, là. J'y crois. J'espère pour vous, hein. Mais bon, après, il faut souligner quand même, je pense, la prestation de Saint-Etienne, je trouve. Aouchiche, il apprend la Ligue 1, ça fait plaisir. Je l'ai trouvé bon hier. Donc franchement, voilà, parce que j'ai vu un peu sur certains forums stéphanois qu'il était déjà qualifié de flop. Ouais. Donc alors que non, c'est un jeune qui apprend à jouer au très haut niveau, au plus haut niveau. C'est pas les jeunes, c'est pas la Youth League. Donc là maintenant, en termes d'intensité, il a été très bon. Le petit Camara aussi, Saint-Etienne, on n'en parle pas assez, mais je le trouve de plus en plus constant, très bon, vraiment très très bon. Si c'est derrière, défenseur central, c'est quand même la bonne pioche côté Saint-Etienne, côté stéphanois. Charles Haby qui hier fait vraiment un très bon match, il en profite du fait qu'il s'impose. C'est pour Maxime, ça. Ouais. Tu l'as trouvé bon, Charles Haby? Charles Haby, il fait la passe D sur le but de Kazri. Et il pèse sur la défense nîmoise. Sur cette action, il a fait ça. Sur cette action, il a fait ça. Il joue bien de son corps. Effectivement, il prend la profondeur. Après, il vient, il cale le défenseur. Il remet derrière. Mais c'est Kazri quand même qui fait contrôle semelle et frappe. Embêté avec un ballon dans les pieds, ce mec. Ouais. Mais Charles Haby, il a le ballon dans les pieds, il est embêté. Non, mais c'est vrai que méchant. Non. Techniquement, il a pas le niveau d'un attaquant de Ligue 1, les gars. Je suis désolé. Non, mais il a pas fait un bon match hier. Hier, les gars. Mais hier, je t'assure que sur son positionnement et la manière dont il pesait sur le côté gauche de Nîmes, ça nous a giga handicapé. Méling hier, il était pas physiquement, il a gêné Méling, forcément. Mais à chaque fois, il était là, quoi. Mais à chaque fois, il était là. Certes. C'est Méling qui est sur lui, en plus, sur le but. C'est Méling qui est sur lui. Mais certes, tu vois, c'est peut-être pas le mec le plus adroit, mais hier, il a pesé sur la défense et il a fait jouer de son physique. Il a certainement pas sorti, je pense. Après, je suis pas un incontournable de Charles Haby, mais pour le match d'hier, moi, franchement, je trouvais que ça allait. Donc, mais je suis d'accord avec Max. Il était écouté. Max, mais c'est vrai. Mais je comprends quand même ce que dit Max. C'est vrai qu'en termes de qualité technique, il a quand même, il doit progresser. Ça doit quand même faire sa 3e ou 2e ou 3e saison en pro. C'est quand même trop. Ça reste un peu. En jeune, c'était un phénomène, en jeune.
En jeune, physiquement, il faisait la différence avec tout le monde. Il allait plus vite que tout clairement, le monde. il était tu l'as dit. Donc, De toute façon, voilà, la plupart chez les jeunes, physiquement, tu peux faire la différence. Voilà, c'est ça. Et là, maintenant, quand tu es chez les pros, c'est autre chose. Faut être meilleur techniquement, tactiquement, et surtout techniquement, effectivement. Moi, je rejoins Max quand même. Hein. C'est pas non plus... on l'a annoncé comme un phénomène et ça n'en est pas du tout un, quoi. Donc, il faut qu'il travaille. C'est pas le nouveau Bafé Gomis ou le Pascal Feindouno de Saint-Etienne, ça, non? Eh ben, justement, peut-être plus Bafé Gomis. Si vraiment, parce que Bafé Gomis, à ses débuts, c'était vraiment pas aussi, techniquement, c'était compliqué. Il a beaucoup travaillé, donc s'il s'en inspire et qu'il travaille. Mais Bafé Gomis, il avait ce côté envie et tout que je trouve que Charles Haby n'a pas. Hein. Exactement. Il a pas la niaque, il a pas envie de manger le défenseur, il a pas envie de tuer le gardien à chaque fois qu'il est devant les cages. Il manque quand même pas mal de choses après. Il devrait s'inspirer de ça, parce qu'il a pas des qualités techniques extraordinaires. Donc, il doit s'inspirer justement de comment jouer Bafé pour pouvoir passer ce cap-là, parce que sinon. Là, c'est vrai que je suis d'accord avec Max, ça stagne un peu et c'est pas top. Par contre, Camara, ça joue bien, Cissé, Green. C'est Lucas Gourna que j'aime bien. Moi. Il a réussi à mettre à mal. Il a réussi à mettre à mal le seul joueur qui a fait éteindre la machine de test pendant son recrutement, quoi. Berger Melling est trop fort. Il faut y penser à ça, faut pas l'oublier. Ah mais moins d'athlétisme, 3 fois 90 minutes. Ouais, 3 fois 90 minutes avec la Norvège. Donc forcément pour les qualifs pour aucun résultat en plus hein. Hier il était fatigué hein, donc ça se voyait qu'il était un peu ça se voyait, mais malgré tout il a un troisième poumon ce mec qui est trop fort. Birger Meling. Et du coup vu qu'on a fait le tour de ce Nîmes Santé, on va laisser Lucas, j'ai du mal aujourd'hui. Lucas finir avec Marseille Dijon. T'avais quelques mots aussi, je pense qu'on peut être court, on a un peu parlé en intro. Sur la victoire marseillaise. Sampoli disait qu'il y avait beaucoup de travail, je suis d'accord avec lui. Encore beaucoup de travail, je suis d'accord avec lui, mais après c'est difficile de juger sur un match où en face ils étaient 11 derrière et que t'as eu la balle une grande partie du temps, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas un match qui restera dans les mémoires. L'OM s'impose 2-0 au terme d'un match effectivement globalement maîtrisé, hein, mais en face il y avait un bloc vraiment très resserré, une défense à 5 qui laissait très peu d'espace. Et voilà, pendant 90 minutes, l'OM a eu le ballon, mais enfin, on voit effectivement qu'il y a du mieux. Et il y a encore effectivement beaucoup de travail. Il y avait pas de joueurs capables de casser les lignes. Ça manquait un peu de vitesse. Mais le point positif, je trouve, et ça m'avait choqué dès le premier match qui était face à Rennes, c'est qu'au bout de 2 jours, on voyait déjà que Sampaoli avait réussi à mettre sa patte dans le sens où les joueurs, alors ça prendra ou ça prendra pas, ça je suis pas médium, mais on voit juste qu'ils respectent les consignes à la lettre. En termes de placement, enfin, c'est-à-dire que on voit Lirola, parce qu'il y a quand même des trucs un peu pas étranges, mais voilà, il y a des choix des ordres que certains joueurs n'ont jamais dû recevoir jusqu'à l'arrivée de Sampaoli. On le voit sur le placement de Lirola, Luis Enrique qui est repositionné différemment, Payet qui pour la première fois a peut-être enfin compris son rôle. Les points positifs, mais ouais, il y a du boulot. Ah non, mais c'était plutôt pas, enfin c'est plutôt pas mal comme ce que fait Sampaoli. Après on sait que de toute façon il prépare plus l'année prochaine qu'autre chose, hein. S'il arrive à choper une coupe d'Europe tant mieux, mais là on sent que ça va être les bases un peu de l'année prochaine, ce 3-5-2 avec Payet un peu en électron libre pour animer l'attaque, Luis Enrique qui commence à avoir du temps de jeu, c'est pas mal quand même, ça promet peut-être de belles heures pour l'OM, en tout cas on te le souhaite, Lucas. Payet, merci. Payet quand même sur les occasions qu'il a, je le sens carbo moi. Sur la dernière frappe là, un moment, il doit justement croiser pour marquer et il est KO quoi en fait. Hein. Il est carbo, il y arrive pas. Donc, faut se dire. Après, je trouve comme il l'a dit, c'est pas grave d'avoir des occasions. Enfin, vaut mieux en avoir et en rater que de pas en avoir. Le problème de Marseille pendant plus de 6 mois avec Villas-Boas, c'était le fait de pas avoir d'action. Hein. C'est le fait que t'avais une bonne position de balle stérile, que t'avais rien. Après le match. Parce que justement, je trouvais qu'il avait très bien répondu après le match, et c'est ce que vient de dire Julien, c'est le mieux vaut avoir des occasions et les rater que ne pas en avoir, et des fois marquer sur un coup du sort, parce que Payet, il a toujours eu des chiffres globalement sur cette saison, mais c'est vrai que ça fait quelques temps que soit c'était sur lui, sur un coup de génie, soit un coup de pied arrêté.
Là, hier, il a plusieurs occasions, il trouve le bon espace et c'est, enfin, moi, je préfère positiver parce que je suis un peu dans l'état d'esprit que vient de dire Julien, c'est que là, mine de rien, cette fin de saison, c'est un peu les matchs de préparation, les matchs amicaux de l'année prochaine, quoi, pour préparer la saison prochaine. On va essayer de voir qui c'est qu'on vend, qui c'est qu'on vend pas et où est-ce qu'il va falloir recruter. Ça serait dommage de pas être en Europe pour Marseille quand même. Ouais, non, mais Douma, tu vois, contre Dijon, tu te dis que tu peux rater 2-3 occasions, tu auras encore des balles, tu vas mettre au fond. Après, c'est sûr que tu vois, tu as 2 ratés comme ça contre Lyon, par exemple, et tu perds le match. Là, t'as pas du tout la même lecture du match de Payet, ça c'est clair. C'est ça. Et là, tu partais de très loin. Hein. Villas-Boas, il a laissé un chantier énorme. Hein. T'avais plus rien, t'avais plus d'animation offensive. Ne serait-ce que physiquement. Physiquement, il y avait des joueurs qui montraient des signes très inquiétants dès le mois de décembre et janvier. Et j'avais d'ailleurs peur que ça plombe les débuts de Sampaoli. Et là, on a vu au moins qu'hier, tous ont plutôt fini. Par Payet, ouais, qui a l'air carbo un peu plus tôt que les autres, mais sinon, c'est pour ça il y a des avancées, il y a du boulot et l'OM a cette chance que même si effectivement il y a cette petite course à l'Europe, mais voilà, ils peuvent jouer sans pression et pour le moment on fixe plus ce qu'ils font sur le terrain que le score. Donc s'il n'y a pas l'Europe à l'OM l'année prochaine, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Il l'a dit déjà. Ouais, okay. C'est pas déjà parce que je sais pas du tout à quoi va ressembler cette nouvelle Coupe d'Europe et que j'ai un peu peur. Et parce que, enfin voilà, je pense que surtout sur les premières années, elle va plus tuer les équipes physiquement que leur gonfler les caisses. Donc bon. Bah écoute, je laisse ça de côté. J'ai vu un preview des possibles équipes et au final, je nous trouve quand même assez méchant en vrai, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes intéressantes, même si moi en gros, ils avaient fait un test avec les classements actuels et l'équipe qui sortait le plus du lot, ça restait Liverpool ou Tottenham, qui était quand même largement au-dessus. Oui, mais à chaque fois, c'est ce qu'on dit par rapport aux Anglais, par rapport à l'Europa League. On se dit, ouais, c'est l'occasion quand même d'affronter Arsenal ou quoi. Mais regarde, Arsenal, les 11 de départ qu'ils mettent jusqu'au quart de finale, et je suis gentil, même peut-être jusqu'à la demi, et même pas l'équipe B. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que je te dis que t'as même pas le truc des grosses affiches, parce que. Ah, puis à côté, se déplacer pour l'avoir vécu. Non, voilà, c'est-à-dire que déjà de base, t'as globalement des équipes assez moyennes et les grosses, elles font tourner. Les équipes espagnoles, italiennes et anglaises, jusqu'au quart, tu vois pas, laisse-moi te dire que si tu affrontes Liverpool, il y a personne qui verra Mohamed Salah avant les quarts de finale. Hein. Ouais. Non, c'est clair. Ouais, mais bon, moi je trouve quand même que, tu vois, en Europe, en France, il faut qu'on ait la culture de l'Europe, ça va pas du tout. Si on continue à dire, bon, ben voilà, l'Europa ou la Ligue Conférence et tout ça, on la fait pas. En fait, tu as, par exemple, je pense des clubs portugais qui sont bien meilleurs que les clubs français en Europe, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout le cas. Donc, c'est ça que je trouve un peu inquiétant, quoi, ce manque d'ambition en Europe, alors que l'Europe, c'est quand même Ligue Europa, Champions League. Douma, mais il pose son CV là pour jouer la Coupe d'Europe avec Montpellier, là, on le sent là. C'est parce que ça fait longtemps que tu as pas joué, c'est pour ça. Non, mais et je pense que là, dans tous ceux qui parlent, il y a que toi et Leandro qui seraient chauds pour jouer cette Coupe d'Europe là. Non, mais c'est le coefficient UEFA, je sais pas. Après, on va se regarde la preuve, regarde la preuve en ce moment, tu joues que la Ligue Europa et la Ligue des Champions, regarde la gueule du coefficient UEFA cette saison. Ah, mais justement, tu la joues plus parce qu'il y a que Paris là. Si Paris sort, c'est fini, il y a plus que le français. Et c'est quand même faut se questionner là-dessus, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, ce serait bien qu'il y ait des représentants français qui aillent loin dans toutes les coupes d'Europe. Mais après, il y a une lecture économique par les dirigeants. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que après, je comprends ceux qui trouvent que c'est un peu une logique petit bras et qu'il faut tout jouer à fond. Et effectivement, ce serait cool que l'année prochaine, la Conference League soit remportée par un club français. Mais dirigeant, déjà, tu regardes ce que ça te rapporte économiquement. Même le vainqueur, il remportera que dalle avec cette nouvelle coupe. Donc déjà, honnêtement, ça te refroidit énormément. Ensuite, un entraîneur, il va regarder physiquement. Il va voir les horaires. Il va dire, mais ça va me tuer tous mes joueurs. C'est-à-dire que je vais aller me casser au Kazakhstan jeudi soir pour ensuite aller me déplacer à Nancy. Et après réenchaîner avec un match de Coupe de France le mercredi face à une Détroit. Enfin, je veux dire. Après, moi, je suis d'accord avec toi, hein, mais je dis juste que il y a une logique économique et sportive qui fait que c'est pour ça que pour l'Europa League et encore plus pour la Conference League, des fois, voilà, on envoie la B ou on est un peu les clubs de Ligue 1 gagneront plus d'argent à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe plutôt que d'enchaîner les tours dans la Conference League, tu vois. Donc, c'est ça. La question est vite répondue. Hein.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette 21e journée de Ligue 1. Leandro, ton avis, est-ce qu'il y a un Nîmois dans l'équipe? Bah, je pense pas, malheureusement. Ah non, je pense pas. Il y a un Stéphanois par contre. Ça va te plaire. Etienne Green, waouh. Etienne Green, voilà. Etienne Green est dans les cages. Oh là là, la catastrophe. Moi, c'est mon chouchou maintenant. Etienne Green. Moi, je te le dis, lui, Etienne Green. Je dépose le casque. Je quitte cette conversation. Etienne Green est dans les cages. Latéral droit, Thiago Diallo. Malgré son carton rouge, Maxime me l'a fait remonter à plusieurs reprises. Il est rentré dans la tête de Neymar. De tous les attaquants, il y a Mbappé qui essaie de s'y frotter aussi. Et ça a été le même résultat. C'est Diallo qui sortait vainqueur de tous ces duels. En défense centrale, Loïc Badé de Lens et Leonardo Balerdi. Lucas, au final, on a beaucoup parlé de lui à cause de sa soirée en Espagne. Il a répondu sur le terrain. Ouais, c'est ça. Puis globalement, on parle beaucoup de lui parce qu'il a une option d'achat assez élevée et c'est un joueur assez bizarre. Soit il passe complètement à côté de son match, il donne un but, il se prend un carton rouge, soit il le réussit. Et là, hier, on a eu le beau visage de Léo, donc tant mieux. C'est clair. Et latéral gauche, on a mis Renildo de Lille. Alors évidemment, l'équipe type est pas mal lilloise, on l'a dit tout à l'heure. Lille a sorti un gros match. Du coup, au milieu de terrain, on retrouve la paire André Soumaré. Je pense qu'il y a que très peu de débats sur le choix de cette paire. Moi, j'ai hésité. Il y avait, je crois que c'est Liénard que t'as pas mal aimé aussi, Lucas, au milieu de terrain. Ouais, Liénard. Il y avait Kefren Thuram aussi, on n'a pas parlé, qui monte aussi en puissance. Ouais, très fort. On a incroyable comparé au début de saison où il avait fait, je me rappelle d'un match contre Lorient où il fait une énorme erreur. Là, franchement, ça fait plusieurs matchs et il répond présent. Et en plus, il joue 6, hein. Il joue 6 et il se projette grave vers l'avant, ça l'empêche pas. C'est lui qui est décisif sur les buts de deuxième but. J'ai bien aimé à Monaco, c'est quelques matchs qu'il avait fait, mais là, c'est clair qu'il remonte enfin un peu toutes ses qualités. Toi, Maxime, t'avais bien aimé avec l'époque Titi Henry, le petit Kefren, là? Oui, du peu qu'on avait vu, c'est vrai qu'il faudrait aussi prendre en compte qu'il rentrait dans des situations, des matchs, c'était pas facile quand même. C'était des gamins lancés là un peu dans l'inconnu. Et oui, on voyait quand même qu'il avait déjà du ballon. Malheureusement, il n'est pas resté à Monaco. Et encore pire, il est parti chez l'ennemi. Donc, oui, j'ai quand même un œil sur ses performances. Et comme l'a dit Doumam, sa qualité de projection est plus qu'intéressante. Parce que là encore, c'est lui qui obtient le penalty. Et non, et sur le deuxième but aussi. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait la frappe. Si, ouais. Dolberg qui suit. Oh, mon petit chouchou à Monaco à cette époque-là, c'était Massengo, par contre. J'ai trouvé incroyable. Et il brille à Brighton, hein, franchement. À Bristol, non, c'est pas Bristol, pardon. Ouais. Bristol. Ah, lui, c'était quelque chose, j'adorais. Lui, j'avais adoré Titi Henry. Je remercie Titi Henry pour cette découverte. On revient à l'équipe type, du coup, milieu droit, Jonathan Klaus. Alors, il y a Aurélien Tchouameni et lui sur la deuxième partie de saison, ils sont là à chaque fois qu'ils jouent. Jonathan Klaus, c'est incroyable. Il a montré à Lyon ce qu'était un vrai latéral droit. SO Léo Dubois. et milieu gauche, on retrouve Kevin Volland, pareil, un habitué quand même de l'équipe type. Ça commence à faire pas mal pour lui, et puis c'est mérité. Enfin, en attaque, deux buteurs qui ont mis des doublés, Serhou Guirassy et Kasper Dolberg. Voilà, Kasper qui met un penalty et une frappe bien sentie, il a profité de Lafont qui avait anticipé un centre pour marquer. Petite déception, c'est qu'Amine Gouiri n'a pas marqué, on n'en a pas parlé, mais Amine est toujours dans nos cœurs dans ce podcast. Même Leandro, je sais qu'il est toujours dégoûté de ne pas l'avoir eu à Nîmes l'année dernière. Non, mais je l'aime bien. Le maillot floqué Gouiri. Non, mais je l'aime bien. Le maillot floqué Gouiri. Un jour, quand on ira en Champions League. Regarde Doumam. Oh, Doumam. Merci Leandro. Ne lâche pas des regards comme ça, Doumam. Hein. Je vais mal le prendre. Hein. Non, mais t'es un Champions League, mais voilà, écoutez les gars, merci pour ce podcast. Si vous avez un petit mot de la fin, Leandro, qu'est-ce que c'est toi? C'est que tu veux voir Etienne Green à Nîmes, c'est ça? Ouais, je veux surtout un retour des victoires, hein. Et puis comme d'habitude, hein, allez les rouges. Hein. Pas inspiré. Lucas, toi, un petit mot. C'est une semaine tranquille, hein, pour toi. Ouais, petit mot. Juste, il y a eu deux trucs qui étaient assez choquants ce week-end. C'est la sortie de Mouktar Diakaby après les insultes racistes dont il a été victime, et aussi le boss Bernard Tapie et sa femme qui ont été agressés chez eux. Donc voilà, c'est des trucs quand même assez sombres. Force.
C'est vrai. Putain, il a plombé l'ambiance. Merci, Lucas. Force. Non, force. Ouais, je sais, mais il faut quand même penser à ça. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu parler de Bielsa qui va terminer devant Arsenal, mais bon. Tu sais, il a la mentalité marseillaise. De toute façon, il est habitué à plomber l'ambiance. Donc, vas-y. On a des joueurs qui organisent des fêtes, les gars. Donc, si vous avez besoin de bonnes adresses en Espagne, n'hésitez surtout pas. Et d'ailleurs, c'est les deux meilleurs joueurs de l'OM ce week-end. Donc, voilà. En plus, faites-vous vacciner, mais n'hésitez pas. Comme à l'époque de Ronny, pour le rendre heureux, faut l'enfermer dans une maison close. Et voilà. Bon, c'est une blague. Merci, Landon. Toi, Doumam, un petit mot de la fin, il est choqué déjà. Mot de la fin, moi, ce sera Montpellier-Marseille. Montpellier-Marseille, samedi ou dimanche. Samedi soir. Samedi soir, ben voilà, c'est. La motion, j'y serai. C'est cool. Pas du tout. Ça sera un des tournants de la saison, hein. Ah oui, c'est même pas Paris-Bayern, Doumam. Attends, tu places un Montpellier-Marseille devant un Paris-Bayern. Là, c'était podcast Ligue 1. On fera un podcast Ligue des Champions le lendemain de. Non, mais c'est surtout que je crois pas que, on s'en fout maintenant de PSG-Bayern. Il n'y a plus Michael Cuisance au Bayern. Qui c'est qui va regarder ça? Et il y a Florenzi qui est positif au Covid, enfin, ça commence à faire beaucoup. Il y a Choupo quand même. Non, si, bien sûr, on va regarder Paris, ça peut être un exploit. Moi, je vois qu'un exploit, c'est un match aller-retour, on verra bien. Et Montpellier-Marseille, non, il y a 2 gros matchs. Moi, c'est le seul mec positif côté parisien, je crois. Ouais, je les sens quand même capables de faire quelque chose d'incroyable, parce que de toute façon, là, franchement, les supporters parisiens sont vraiment pas contents. Je pense que dans la ville, ils vont le sentir en marchant un peu. Donc, on va voir. Hein. Après, quand on est confiné, normalement, on peut pas marcher là. Mais ils vont marcher, tu vas voir. 10 km. Et enfin, Maxime, ton petit mot de la fin. Il va me dire Monaco et clairement, d'ailleurs je tiens à le dire, si Monaco perd ce week-end, ne vous étonnez pas, Maxime est en déplacement personnel, du coup c'est souvent synonyme de contre-performance de la part de Monaco et de Clermont. Mais t'imagines là, si ce week-end Monaco perd contre Dijon, là vraiment, là, non, ce serait trop, non, c'est pas possible. Oh, je te jure, ça serait trop drôle. Je vais garder ce moment au cas où. Je rigolerais un peu, mais. Non, mais t'as un petit mot, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut te faire plaisir cette semaine? De la Ligue des Champions, des beaux matchs? Non, Coupe de France, Monaco, là, j'ai envie que Monaco passe contre Metz et pourquoi pas aller chercher une petite Coupe de France, là. Ce serait sympa, tu vois. Parce que. Ah oui, ça rêve de trophée, là. Ouais, comme tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, je pense que Lille finira devant, donc si on peut quand même ponctuer cette saison avec un titre, ça serait pas mal. Vu qu'on a pu cette magnifique Coupe de la Ligue, une Coupe de France, ce serait pas mal. Donc pourquoi pas la Coupe de France? La Coupe Moustache, une petite pensée réelle. Voilà. Merci, ouais, c'est ça. Merci les gars pour ce podcast. On se retrouve, comme l'a dit Doumam, sûrement après Bayern PSG aura peut-être un podcast à faire. Selon le résultat, je me dédouanerai de ce podcast pour mon cœur. Et puis voilà, merci à tous. Et puis à lundi prochain pour un podcast Ligue 1, évidemment. Ciao tout le monde. Ciao.